Nicolas Zdanovic, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Academia avec Pierre Schepens, Tous fous, la psychiatrie 5.0. Alors pourquoi ce livre et ce n'est pas un livre de plus sur le DSM? Alors, non, on a essayé de faire que ça soit quelque chose d'un tout petit peu différent. On a essayé de faire que ça soit une rencontre à la fois entre la psychanalyse et d'une manière plus générale la psychodynamique et la psychiatrie biologique qui est quand même le courant dominant dans la psychiatrie depuis fin des années 80, début des années 90. Et donc les livres qui sont parus jusqu'à présent sur le DSM sont ou fantastiquement contre ou fantastiquement pour. Et là, on a essayé vraiment de mettre en contact deux champs différents de la psychiatrie qui d'habitude se considèrent comme des frères ennemis. Alors c'est un livre qui peut paraître s'adresser à un public très spécifique. Est-ce vrai ou s'adresse-t-il à un public plus large? Alors de nouveau, on a essayé de faire que ça ne soit pas un bouquin de spécialistes, que tout un chacun puisse le lire, d'autant que quand même dans notre population, on considère qu'il y a entre 20 et 30% de gens qui consultent en psychiatrie ou qui ont une affection psychiatrique. Et donc c'est un bouquin qui théoriquement devrait pouvoir s'adresser aussi à ces gens-là, histoire un tout petit peu de les aider aussi dans qu'est-ce qu'ils peuvent attendre d'une consultation psychiatrique. Alors ça s'adresse à la fois donc à des spécialistes parce qu'il y a des réflexions, ou du moins on a essayé qu'il y ait des réflexions sur le fond de comment nous pratiquons notre métier, mais aussi que ça puisse renseigner tout un chacun qui serait amené à consulter. Alors vous en parliez tout à l'heure, mais comment en est-on arrivé à un tel schisme en psychiatrie? Alors, je ne sais pas si on est arrivé à un tel schisme, je pense qu'il a toujours existé, mais à certains moments il est plus fort ou moins fort. La grande question qui se pose depuis toujours et même depuis l'Antiquité, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans ce que disent les gens qui ont une, entre guillemets, maladie mentale. Et donc il y a deux courants qui ont été dominants et en fonction des époques, c'est l'un qui gagne ou c'est l'autre. Mais depuis 1980, c'est ce qu'on appelle un peu abusivement la psychiatrie biologique, et donc ils pensent qu'il n'y a rien à comprendre dans la maladie mentale ou dans les gens qui ont des troubles mentaux, alors que l'autre, qui est la psychodynamique, pense au contraire qu'il y a quelque chose à comprendre. Et donc on obtient effectivement un schisme où la psychanalyse, la psychodynamique a été la grande victorieuse jusque-là, et la psychiatrie biologique était franchement rejetée en arrière. Et puis depuis lors c'est l'inverse. Alors vous pensez que les médicaments sont peu nombreux, alors qu'on a l'impression pourtant dans le public qu'il y en a énormément et de plus en plus? Alors, en fait, il y a effectivement de plus en plus de molécules, mais quand on regarde les molécules, elles appartiennent à 4 ou 5, grand maximum 5, grandes classes de médicaments. Donc en fait, à l'intérieur de ces classes, c'est tous des petits frères et des petites sœurs qui n'ont rien de plus spécifique que le nom de la classe. Donc dans les antidépresseurs, effectivement, vous avez une quantité d'antidépresseurs, mais fondamentalement, c'est jamais qu'un antidépresseur. De l'autre côté, avec la publication du DSM-5, on a plus de 500 maladies mentales aujourd'hui. On a plus de 500, alors on dit plus maladies mentales, on dit troubles mentaux. On a plus de 500 troubles mentaux, mais pour lesquels on a toujours en tout et pour tout 4 classes de médicaments. Et donc évidemment, c'est un côté un petit peu ridicule parce que euh, les psychiatres biologiques, et je ne crache pas dans la soupe parce que j'en fais partie, je prescris aussi, font les stars avec leurs médicaments, mais en fait avec 4 classes de médicaments pour 500 pathologies. Dans la deuxième partie du livre, vous abordez différentes pathologies justement en parlant d'épidémies, par exemple la dépression. Oui, parce que en 1990, la dépression a eu une grande modification dans la façon dont elle est classée, et grâce à cette modification, si avant il n'y avait que les dépressifs dits psychotiques qui pouvaient recevoir des antidépresseurs, à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment une accessibilité aux antidépresseurs à tout patient dépressif, psychotique ou pas psychotique, qu'on a complètement oublié psychotique. Et donc nous pensons, avec Pierre Schepens, que ça a eu des impacts importants, parce que du coup, cette, ce type de trouble est devenu hyper fréquent. On dit que 20% dans les sociétés occidentales, 20% des gens vont présenter un épisode dépressif ou vont présenter un épisode dépressif, et qu'en 2020, ça sera la deuxième pathologie mentale la plus fréquente, d'après l'OMS.
Et donc ça représente évidemment un marché pour les firmes pharmaceutiques absolument énorme. Et en même temps, ça représente un trou pour la sécurité sociale absolument énorme parce qu'évidemment, les soins à ces patients, et en particulier les médicaments, représentent un solide budget. Et donc, toute la question est comment les États vont gérer ça et est-ce qu'ils vont essayer de limiter cette épidémie de dépression avec des idées, si on rend les critères plus stricts, on va limiter le nombre de dépressifs, ce qui est quand même un peu paradoxal parce que ça revient un peu à penser que si on limite le nombre de médecins ou si on change la définition de la température, on va limiter le nombre de maladies. Alors, en même temps, donc on a la création comme ça d'une épidémie et en même temps on a un contre-mouvement qui est tout aussi original ou paradoxal pour limiter cette épidémie. Vous pensez qu'il y a aussi de plus en plus d'enfants hyperkinétiques? Alors, effectivement, depuis que sont sortis des médicaments contre l'hyperkinésie, il y a vraiment une flambée du nombre d'enfants diagnostiqués. Donc, le nom scientifique c'est ADHD ou les hyperkinétiques plus banalement. Et on observe comme ça sur les 10 dernières années une augmentation de près de 600% des enfants qui sont mis sous des dérivés amphétaminiques. Alors c'est vraiment des questions qui sont importantes parce que il y a une pression très très forte quand un enfant est en échec scolaire de la part des parents ou des professeurs, mais ce qui ne serait pas hyperkinétique et donc ces médicaments sont prescrits un peu à la légère et un peu sous la pression de mais mon Dieu, si mon enfant peut réussir, comment est-ce qu'on peut lui empêcher de prescrire ce genre de médicaments? Et donc on obtient une pression des firmes pharmaceutiques, une pression des parents. C'est un des seuls troubles par exemple pour lequel les gens courent après ce trouble. D'habitude, on déteste porter une étiquette psychiatrique, mais là, vraiment, il y a tout à coup un pronostic qui serait positif. Et, question subsidiaire, quand est-ce qu'on arrête ce médicament? Est-ce qu'il va falloir le continuer jusqu'à la fin des études supérieures? Ou même, puisque maintenant, grâce au DSM-5, on peut devenir un adulte hyperkinétique pendant toute sa vie, avec des substances qui sont quand même des dérivés amphétaminiques et qui font d'ailleurs l'objet de deals entre adolescents, parce que ces substances sont aussi appelées la kiddie coke, donc la cocaïne pour enfants. Et enfin, ce qui est très inquiétant, comme d'ailleurs pour la dépression dont on vient de parler, c'est est-ce que la psychiatrie ne s'est pas transformée en une science de la performance scolaire pour l'hyperkinésie ou au boulot, parce qu'il y a des tas d'études qui montrent que la dépression entraîne des chutes de rendement, une science comme ça qui va rétablir les performances des gens. Alors vous n'êtes pas tendre non plus avec le stress post-traumatique. Alors l'histoire du stress post-traumatique est très originale parce que donc, il n'existe pratiquement que depuis les années 80. Avant, on parlait de névrose de guerre et encore, dans les anciennes versions du DSM, toutes les pathologies étaient considérées comme pouvant être la conséquence de la guerre, parce que notamment le DSM-2 avait été écrit par les psychiatres de la Seconde Guerre mondiale, et donc c'était des réactions dépressives, des réactions anxieuses. Et puis, avec la guerre du Vietnam, il y a eu une très forte pression des vétérans pour démontrer qu'il y avait des troubles spécifiques à la guerre, parce qu'un certain nombre de vétérans n'avaient pas eu accès aux soins, les assurances prétendant oui, mais le trouble était antérieur à la guerre, et donc on a créé comme ça en 1980 le stress post-traumatique, avec un peu de symptômes dépressifs, un peu de symptômes anxieux, un peu de symptômes psychotiques, pour créer une nouvelle entité, mais en fait avec des symptômes puisés à droite et à gauche, et c'est une des caractéristiques du DSM depuis 1980. Du moment que vous puisez des symptômes à droite et à gauche et que vous vraiment démontrez qu'un certain nombre de patients répondent à ces symptômes, vous avez une nouvelle entité et vous pouvez devenir célèbre. Et donc le PTSD est né comme ça et a une épidémiologie qui est croissante depuis 1980. En 1980, il fallait avoir fait une guerre. Aujourd'hui, vous entendez une guerre à la radio, vous pouvez prétendre que vous avez un PTSD, ou bien vous assistez à un accident de voiture, ou vous êtes dans un accident de voiture, vous pouvez dire que vous avez un PTSD, avec à la clé évidemment des démarches judiciaires et éventuellement de l'argent, ce qui fait que c'est le deuxième diagnostic le moins entaché négativement. Alors le problème évidemment, c'est que du coup maintenant il y a des études sur les corrélations entre le fait de présenter
état de stress post-traumatique et la dépression et l'angoisse. Ce qui est évidemment complètement fou, puisque on a une entité qui est créée avec des symptômes pris chez les dépressifs, chez les anxieux, etc. Et puis après, on va s'apercevoir qu'il y a des corrélations. Enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et c'est un peu une des critiques adressées à ce DSM. C'est souvent comme ça, il y a des espèces de recoupements et des raisonnements un peu circulaires avec des tautologies qui sont un peu inquiétantes. Alors si la psychanalyse a été très fort critiquée parce qu'elle a envahi tout un champ de la société, une des critiques que nous essayons de faire de ce bouquin, c'est de dire, voilà, on peut faire le même type de reproche avec une psychiatrie qui se croit toute puissante aujourd'hui. Alors justement, c'est pour ça que vous dites que nous sommes tous fous, sans parler en plus des bipolaires, mais dans ce cas-là, qui est, entre guillemets, normal? Donc c'est évidemment une des grandes questions, c'est d'avoir une définition de la normalité. Alors, pour commencer avec la psychanalyse, la psychanalyse a une définition de la normalité, mais elle a une définition de la normalité qui est devenue tellement compliquée il n'y a pas moyen de s'en servir en pratique quotidienne, je vais dire. Et donc, on a une définition, mais peu opérationnelle, et en psychiatrie de l'autre côté. D'emblée, en 1980, la psychiatrie dit, voilà, on ne sait pas ce que c'est que la normalité, on ne sait même pas ce que c'est que la pathologie mentale. Et donc on a une espèce de science qui est née sur, elle refuse de définir son objet, qui est qu'est-ce que la normalité. Et donc avec le DSM, on est normal si on ne répond à aucun des 550 diagnostics. Bon, c'est un des risques de la porte, c'est un des risques qui fait, d'après ce que nous pensons, une porte ouverte à une épidémiologie, à une épidémie des troubles psychiatriques. Alors dans la conclusion, vous militez pour une réconciliation de la psychiatrie et de la psychodynamique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est évidemment tout un champ qui est très peu investi. Il y a comme ça des grands précurseurs qui étaient par exemple Will Docher, qui a vraiment ouvert comment mettre en relation ces deux modes de pensée du cerveau. Mais ça reste vraiment tout un champ à parcourir parce que on a beaucoup de tenants de la psychodynamique ou des psychodynamiques, on a des tenants de la psychiatrie biologique et des écoles qui forment ou dans l'un ou dans l'autre, mais du coup très peu de chercheurs qui vont se mettre à l'interstice entre ces deux champs. Pour donner un exemple, puisqu'on parlait des dépressions, si vous prenez des 100 dépressifs, que vous leur donnez des antidépresseurs, vous avez 40% d'entre eux qui vont répondre à l'antidépresseur. Si à la place de leur donner des antidépresseurs, vous faites plutôt une psychothérapie, vous avez 40% d'entre eux qui vont répondre à la psychothérapie et qui vont, entre guillemets, guérir. Si vous associez les deux, vous montez à 70% de gens qu'on va pouvoir rapidement sortir de la dépression. Donc ça, c'est des études qui ont été publiées durant les 5 dernières années, mais les deux courants sont tellement divisés et ne se parlent tellement pas que aussitôt ces études publiées, aussitôt elles sont oubliées et chacun continue à chanter sa petite chanson dans son coin, alors que visiblement 70% versus 40% de répondeurs, c'est vraiment intéressant.